Bonjour et bienvenue sur Projet Libre. Je m'appelle Walidou, je suis tombé dans la marmite du logiciel libre il y a plus de 20 ans. Que vous soyez libriste confirmé ou néophyte, venez découvrir avec moi les portraits des femmes et des hommes qui font du logiciel libre. Communauté, modèle économique, contribution, vous dit tout. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de Projet Libre. On va reprendre la série sur les transports, ça sera le 3e épisode. Et comme ma source d'information principale sur ce sujet-là, entre autres, c'est le FOSDEM, on va rester sur une conférence qui découle de la salle de conférence du FOSDEM 2025. Pour faire une petite introduction, c'est la première conférence de la journée après l'intro. Et là, notre invité parle avec 2 autres personnes d'un sujet autour des standards européens pour servir à la fois le transport public et le rail, en parlant d'information voyageurs et de biéthique. Et je me suis dit à la fin de la conférence, OK, moi j'aimerais bien en savoir plus, mais plutôt sur le côté humain de la chose et pas tant les standards et tout, où la conférence était plutôt technique. Et donc je me suis noté dans mes notes, recontacter Touto, qui est notre invité du jour, la recontacter pour essayer d'en savoir plus. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis avec Touto Tai, qui est animatrice et responsable du groupe de normalisation dédié à l'information voyageur et à l'exploitation des services de mobilité. Et aujourd'hui on va parler de réglementation européenne et en fait de savoir un peu comment ça marche, qui sont les gens qui sont derrière, pourquoi ils font ça. Je pense que ça va être super intéressant, ça va pas être technique. C'est un épisode un peu d'introduction du sujet. Et donc, je suis vraiment ravi, Touto, de t'avoir avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir répondu positivement à mon invitation et bienvenue sur le podcast Projet Libre. Un grand merci pour l'invitation. Je suis ravie de faire cet épisode avec toi aujourd'hui. Voilà, comme quoi, on ne sait jamais, après une conférence du FOSDEM, il peut y avoir des choses à dire en plus sur le sujet de manière connexe. Alors, la première question, c'est question rituelle. Je voudrais te demander, s'il te plaît, de te présenter pour les auditrices et les auditeurs du podcast Projet Libre, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Donc, Touto, je suis basée à Paris et comme tu l'as dit, donc j'anime le groupe de normalisation français qui est dédié à l'information voyageur et à l'exploitation des services de mobilité. Et j'interviens également en tant qu'experte indépendante au niveau du CEN, donc le Comité européen de normalisation, sur les mêmes sujets. Comme de très nombreux collègues du monde de la normalisation et de l'information voyageur, je suis une experte indépendante à mon compte. Ton domaine d'expertise, il couvre à peu près quel sujet ? Ma vraie expertise, en toute honnêteté, elle n'est pas technique. Donc, c'est pour ça que je suis ravie qu'on ne fasse pas un épisode technique aujourd'hui. Mon expertise, elle est vraiment d'animer un groupe multiculturel. Donc, quand on parle de normalisation, c'est vraiment des groupes d'experts qui peuvent venir du monde de l'informatique, des réglementations européennes, des industriels, ou alors des gens qui sont intéressés par les applications, le logiciel libre autour de l'information voyageur et calculateur d'itinéraire. Et la seule expertise qu'ils m'ont trouvée, et c'est pour ça qu'ils m'ont nommée, c'est de réussir à mettre du liant dans tout ce monde extrêmement multiculturel. Et ma seconde expertise, quand même, parce qu'il faut justifier du poste d'animatrice, c'est toute la partie normes européennes et je pense que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, vraiment sur leur partie transport public dans la dimension information voyageur. Donc, c'est ce qui est important de noter ici, c'est que je ne suis vraiment pas une experte, on va dire, métier, c'est-à-dire que je n'ai jamais conduit de bus, je n'ai jamais organisé de plan de transport. Mais par contre, j'ai une expertise sur aller prendre un peu du recul sur tout ce qui est dit pour modéliser ce qui nous entoure. Comment tu arrives dans ce sujet des transports ? En fait, c'est du hasard, c'est des rencontres que... Alors, j'avoue que c'est complètement le hasard. Je suis revenue en Europe après 12 ans d'expatriation en Asie du Sud-Est. Covid, voilà, tout simplement. Il a fallu rentrer. Et je cherchais quelque chose qui était vraiment dans la continuité de ce que j'avais fait avant, qui était de construire des liens entre les différentes personnes, entre les différents groupes, entre différentes cultures. Et aussi parce que je suis rentrée en période de pandémie, j'avais envie d'avoir un métier qui avait de l'impact. Je ne voulais pas aller compulser des rapports d'audit dans les taxes et tout ça. Je pense que voilà, ça ne correspondait absolument pas à ce que je voulais faire. Et assez vite, à travers mon réseau, à travers des très bonnes rencontres que j'ai eues, on m'a proposé de travailler sur le transport public et sur toute la partie aide à la normalisation en me disant: «Tu verras, il n'y a pas forcément besoin d'avoir de grosses connaissances du métier, mais il faut savoir écouter les gens, venir mettre du liant et tout simplement venir faire du collaboratif» et je me suis dit: «Allez, ça me plaît, j'y vais». La première chose qui m'intéresse, c'est un peu de comprendre quelles sont les problématiques qu'on rencontre sur tous les sujets de planification d'itinéraires en Europe.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu où est-ce qu'on en est on va dire, au début de la discussion, avant cette tentative de normalisation au niveau européen? Quel est un peu le panorama là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que la normalisation sur l'information voyageur a débuté il y a très longtemps, mais la pandémie, finalement, a été un très bon révélateur de tout ce qui n'allait pas, puisqu'il y a eu beaucoup de changements dans les transports et même dans les bassins de vie dans lesquels nous on était. Je pense qu'on a tous été un peu perdus de savoir, mais comment est-ce que je fais, in fine, pour me rendre, par exemple, à l'hôpital le plus proche? Sachant que ce ne sont plus les bus habituels qui circulent ou alors les fréquences des métros sont différentes et tout ça a fait que tout d'un coup, il y a eu ce coup de projecteur sur le fait qu'aujourd'hui, pour un usager tel que toi et moi, que ce soit dans notre bassin de vie lorsqu'il est perturbé ou lorsqu'on voyage ou qu'on fait des longs trajets dans des endroits qu'on ne connaît pas, on a beaucoup de mal à planifier nos trajets. Et c'était quelque chose qui était extrêmement important parce que pour la plupart d'entre nous, on n'a pas un temps extensible pour aller d'un point A à un point B. Donc on aime quand même bien savoir quel est le bus que je peux prendre, quel est le train, quels sont les horaires, que se passe-t-il si je rate ma connexion? Et toutes ces questions-là, elles ont généré cette sorte d'attente de l'utilisateur qui disait: «Mais pourquoi est-ce que je peux pas le faire simplement sur internet?» Et en réalité, la réponse, elle a de très nombreuses facettes. Pourquoi est-ce que c'est pas possible de le faire si simplement que ça dans un calculateur d'itinéraire disponible sur internet? C'est soit parce que les données, elles étaient inégalement disponibles en open data, donc du coup, les calculateurs d'itinéraire avaient du mal à retrouver ce qu'il fallait pour, les mettre à disposition des usagers. Lorsque ces données, elles sont disponibles, elles sont pas forcément interopérables au sens purement informatique du terme, dans la mesure où il faut tout le temps les retraiter, parce qu'elles sont pas tout le temps standardisées ou alors que si elles sont standardisées, c'est pas les mêmes compréhensions des mêmes standards et cetera. Et enfin, tout simplement parce que certains acteurs, on va dire, de l'écosystème des transports avaient du mal à partager leurs données, ont toujours du mal d'ailleurs à partager leurs données, que ça peut être des contraintes techniques. Donc, encore une fois, je parlais de la pandémie, ça a été le meilleur exemple où, comme les plans de transport changeaient extrêmement souvent, la structure de partage de données ne suivait pas. Parfois, il y a aussi des questions plutôt de gouvernance. Est-ce que j'ai le droit de partager la donnée? Est-ce qu'elle m'appartient? Est-ce que je peux la mettre en open data? Si oui, sous quelle licence? Et enfin, tout simplement, il y a une histoire de temps. Tous ces acteurs-là, pour eux, ils sont concentrés sur faire fonctionner une offre de transport et pas forcément sur partager la description, de l'information voyageur. En fait, c'est marrant. Le Covid, entraîne un chamboulement des habitudes qui fait ressortir ces besoins-là. Tout à fait et ça a été ça notamment parce que je pense qu'on s'est tous rendus compte au moment de la pandémie qu'on avait pris pour acquis de se mouvoir et qu'on avait pris pour acquis que si on était si connecté aujourd'hui, on devait avoir toutes les infos immédiatement et tout d'un coup sur ce coup de projecteur, se dire: «Tiens, je n'ai pas la description fine de l'offre de transport autour de moi, je n'ai pas accès au temps réel, je ne sais pas si je vais tenir les délais, voilà, dépendant de où on vivait, on avait droit à 1 heure et demie, 2 heures de sortie par jour. Tout d'un coup, tout le monde s'est dit: «Tiens, il y a quelque chose qui coince» et pour, pousser les choses encore plus loin, c'est là où la Commission européenne, tout d'un coup, s'est dit: «Mais c'est vrai ça, dans l'une de nos valeurs, c'est de dire on a la libre circulation des personnes et des marchandises. Comment on fait pour aider ça?» Et ça a vraiment été ce catalyseur de dire: «Il faut qu'on se pose et qu'on réfléchisse tous ensemble, comment est-ce qu'on peut faire à plusieurs échelles, donc au niveau de la Commission européenne, des échelles nationales et des échelles locales, comment est-ce qu'on peut vraiment faire pour faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises évidemment, mais ici c'est les personnes qui nous intéressent, une fois qu'on aura passé le cap de la pandémie? Qu'est-ce qu'on met en action pour vraiment venir alimenter ce cercle vertueux de dire: «Il faut que les gens aient accès à une bonne information»?» Et là, quand tu dis, la Commission européenne se dit: «Ah bah oui». En fait, quand elle se dit: «Ah oui, OK, il y a quelque chose à faire», c'est parce qu'en fait, les gens se plaignent ou sont insatisfaits au niveau des États membres et c'est les États membres qui remontent à l'instance européenne cette information de: «OK, c'est un vrai sujet, faut qu'on travaille dessus». En gros, pour en arriver à se dire, «OK, ben, nous, Commission européenne, on va travailler sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'il faut?» Qu'est-ce qu'il faut, en fait? Il y a plusieurs choses. La Commission européenne, l'une de ses valeurs, donc je le disais, c'est vraiment la libre circulation des personnes et des marchandises. On a été construit sur un marché commun. Donc c'est quelque chose où la Commission européenne s'est toujours emparée de tous les sujets qui permettaient d'aider à la réalisation de ces valeurs dans le quotidien des personnes. Donc pour la partie purement transport public et information voyageurs, c'est des éléments sur lesquels la Commission européenne a travaillé depuis très longtemps. Les premières directives datent de 2010, donc bien avant la pandémie. Par contre, ce qu'a fait la pandémie, c'est que
On s'est rendu compte que peut-être que certains règlements d'application des directives européennes n'avaient pas été suffisamment mis à jour ou n'avaient pas été suffisamment poussés pour prendre en compte les besoins actuels des citoyens, des personnes qui vivent en Europe. Et sur cette remontée, c'est une remontée qui se fait à 2 niveaux. Donc il y a toute la partie demande portée par les États membres, donc qui remonte à la Commission européenne pour qu'elle puisse travailler sur un texte. Mais il y a aussi tout simplement le travail, on va dire, d'études que font à la fois les parlementaires et les employés, les fonctionnaires au niveau de l'administration centrale de l'Union européenne qui sont, finalement des gens comme toi et moi. Eux aussi, ils ont cette envie de dire: «Je travaille dans l'administration, j'ai été élu par des personnes vivant en Europe pour les représenter, représenter leurs besoins. Là, il y a effectivement un vrai besoin, je m'en empare et on travaille ensemble». Quelque part, toutes les planètes ont été alignées pour que le règlement délégué européen, donc dédié à l'information voyageurs multimodale, soit entièrement revisité et c'est vraiment ce qui a fait le sujet de, ma présentation au FOSDEM. Tu as commencé à l'introduire, mais qu'est-ce qui sort du fait de revisiter ce règlement? Alors dans cette révision du règlement délégué, donc MMTIS pour information voyageurs, multimodale, il y a eu 2 objectifs dans cette révision. La première, c'est de s'assurer que toutes les personnes qui vivent dans l'Union européenne ou qui y voyagent disposent d'une information de qualité, ce qui veut dire l'inclusion du temps réel. C'est quelque chose qui était moins mature à l'époque de la première mouture de ce règlement et qui est vraiment venu se renforcer au moment de la pandémie où tout le monde parlait que de ça, du temps réel. Ensuite, il y avait un deuxième objectif à cette révision, c'était vraiment d'accompagner l'explosion qu'on a eue, vraiment période pandémie, donc fin 2019, début des années 2020 et on est encore dedans, sur les solutions numériques. On l'a bien vu, quand tout le monde s'est retrouvé confiné chez soi, on a eu vraiment une explosion de sites d'information portés par d'ailleurs, en fait, des citoyens. Des gens qui s'emparaient des données, qui avaient des compétences et qui tout d'un coup ont dit: «Beh, voilà, je construis des outils pour partager l'information autant que je peux» et c'est là où il y a eu cet effet presque cliquet ou cet effet d'opportunité en se disant: «On est en train de réviser un règlement délégué européen, ce serait bien qu'on s'assure que soit mise à disposition de l'ensemble des citoyens en open data un maximum d'informations pour que ces nouvelles technologies s'en emparent et bien sûr en s'appuyant sur les mêmes normes, les mêmes standards pour qu'on soit raccord sur l'information qui circule». En termes d'application, est-ce que ça, comment dire? Est-ce que ça consiste en la création de qu'est-ce qui est créé en fait à travers ça ou quelles sont les obligations supplémentaires qu'introduit cette nouvelle norme MTIS, MMTIS? Alors le règlement délégué distingue 2 choses. Il s'appuie sur donc la directive existante qui s'appelle la directive ITS, donc pour Intelligent Transport System, donc les échanges interconnectés aujourd'hui dans le monde des transports, qui a favorisé la création de points d'accès nationaux sur les données liées au monde des transports, mais je reviendrai dessus après parce que c'est vraiment quelque chose d'à part. Le règlement délégué MMTIS a vraiment cadré l'ouverture des données multimodales de transport en précisant de manière assez fine l'ensemble des données qui font sens pour soit un planificateur de trajet ou pour un usager. Donc ça va être une longue liste de catégories d'éléments qui nous paraissent complètement évidents, qu'il faut que soit les opérateurs ou les autorités de transport public remontent au niveau régional, national. Donc par exemple, la liste des arrêts, les horaires, l'information tarifaire et cetera. Elle a aussi rajouté des données qu'on savait, ou en tout cas qu'on a supposées, qui étaient disponibles au sein des services de transport public, comme l'occupation en temps réel. Ça a été vraiment, je pense, quelque chose qui nous a tous marqués de la période covid et qui ont été rajoutés dans ce règlement délégué et c'est vraiment là où on va dire, ce règlement a impliqué l'ensemble des acteurs, on va dire, historiques du transport public, donc les collectivités, les transporteurs, leurs fournisseurs, donc ceux qui gèrent l'offre de transport. Mais ça a aussi impliqué beaucoup les développeurs de solutions informatiques et les applications mobiles parce que eux sont venus demander des données supplémentaires. Donc il y a eu vraiment une remise à plat de l'ensemble du cycle de l'information voyageur, que ce soit pour la produire tout simplement, la publier et la réutiliser. Donc on est rentré dans un espace de dialogue qui commençait à devenir très intéressant, où on sortait de la donnée pour de la donnée, mais vraiment de la donnée pour partager de l'information. Quand il y a une réglementation qui est émise comme ça, est-ce qu'il y a
date limite à laquelle on doit se conformer à cette réglementation? Oui, tout à fait. Dans toutes les réglementations, il y a un agenda qui détaille vraiment les dates auxquelles l'ensemble des personnes doivent se conformer. Alors, dépendant des pays, les dates ont été, plus ou moins négociées avec, l'ensemble des parties prenantes, mais aussi des autorités de régulation. Parce qu'en fait, voilà, quand on met une date, une deadline comme dans n'importe quel projet, il faut bien quelqu'un qui contrôle derrière. Il y a eu une certaine latitude quand même, notamment sur la partie respect des normes sur le partage des données, alors que certaines catégories de données existaient déjà. Ça doit être peut-être plus compliqué pour certains pays que pour d'autres, certains pays partent peut-être de plus loin. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, c'est pour ça que s'il y a bien des dates et un calendrier assez précis dans tous les règlements européens, il y a aussi une certaine latitude. On peut comprendre que sur des sujets, notamment quand ils touchent à l'open data, le numérique, tout le monde ne part pas et des mêmes acquis, mais tout le monde n'a pas nécessairement la même infrastructure technique. Et enfin, il y a aussi une question d'écosystème d'acteurs. Tout le monde n'est pas forcément mature au même moment pour partager sa donnée, pour la normaliser et pour s'approprier l'ensemble des standards qui sont préconisés dans la réglementation européenne. Donc là, on a parlé des producteurs de données, on a parlé des réutilisateurs de données, par exemple, les citoyens ou les applications. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs que, les producteurs et les, réutilisateurs? Il va y avoir tous les tiers, on va dire en quelque sorte, c'est-à-dire toutes les personnes qui travaillent sur des solutions, on va dire informatiques ou logicielles autour du monde des transports. Donc par exemple, typiquement, ça va être les éditeurs de logiciels de gestion de l'offre, donc de planification des bus, des horaires de passage, etc. Il va y avoir toutes les personnes qui proposent des écrans, par exemple, de mise à disposition de l'information voyageur. Va y avoir aussi toutes les personnes qui vont proposer des solutions pour gérer, agréger différents types de données, différentes sources de données pour les retravailler ou alors les normaliser, donc le faire de telle sorte qu'elles répondent aux exigences des normes et des standards européens pour ensuite les repartager. Il va y avoir aussi tous les facilitateurs et j'en parlais tout à l'heure, notamment des points d'accès nationaux dans l'ensemble des pays qui ont à charge vraiment de venir ouvrir l'information voyageur, c'est-à-dire qu'ils doivent d'ailleurs selon la réglementation européenne, agir comme le lieu de dépôt des données de transport ouvertes. Et ces données et donc ces standards, est-ce que c'était une évidence, le fait que ça devait être des standards ouverts? C'est vraiment une question que je me suis posée, c'est-à-dire, moi, ça me paraît absolument évident qu'on peut collaborer qu'avec des standards ouverts, mais pourtant, la question mérite d'être posée, quoi. Est-ce que, il y a des gens qui ont proposé des standards, fermés, autour de ça, ou est-ce que c'était normal pour tout le monde? Oui et non. C'est jamais une évidence qu'un standard soit ouvert, en toute honnêteté. En fait, ce n'est jamais évident qu'un projet soit ouvert. Du côté des normes européennes, qui sont mentionnées donc dans le règlement délégué, ces normes et standards techniques sont définis au sein du CEN, donc le Comité européen de normalisation dont je parlais, qui est vraiment l'organisme de normalisation en Europe qui est référent, et son équivalent au niveau monde, c'est ISO que tout le monde connaît. On sait que ces normes-là sont pas toujours 100% ouvertes. Il peut y avoir des coûts d'accès à la documentation. Par contre, au niveau du CEN et des normes européennes, tout le monde aujourd'hui peut rejoindre les travaux du CEN. Il suffit de s'inscrire en passant par son organisme national de normalisation. Donc en France, c'est l'AFNOR, à travers qui nous on passe, pour s'inscrire en tant qu'expert et venir y contribuer. Il n'y a pas de limite au nombre de contributeurs, il n'y a pas de pédigré à montrer de savoir si on veut contribuer ou pas, il suffit d'y montrer de l'intérêt. Donc sur ça, tout le monde peut travailler. Nous, côté transport public, on a fait un choix qui peut être, on va dire, relativement radical, mais qui est très fortement lié au fait que ce soit des échanges de données, donc des échanges informatiques. On a choisi de travailler sur GitHub et de proposer de manière ouverte les schémas XML sur un répertoire public sur lequel tout le monde peut contribuer et tout le monde peut l'utiliser. Parce qu'on s'est rendu compte assez vite quand même que des échanges de données se font entre machines, que ça va être beaucoup des développeurs qui vont travailler dessus. Donc, donner des fichiers PDF, c'est pas très utile pour expliquer comment faire un fichier XML. Hem, Par contre, le seul écueil de tout faire sur GitHub comme ça, c'est que ça peut être une marche, on va dire, à grimper pour, ceux qui sont moins habitués de l'univers GitHub et Git et encore plus, il faut savoir où trouver l'espace de travail sur GitHub. Donc ça, c'est la partie, on va dire, la moins évidente, c'est-à-dire que c'est
Ça nous demande toujours énormément d'efforts de dissémination, d'où le fait que j'étais, à FOSDEM pour le présenter. Mais par contre, ce qui a toujours été une évidence pour l'ensemble du groupe et l'ensemble des experts, c'est qu'on est ouvert à toute contribution. Faire le choix de partir sur GitHub, c'est quelque chose qui est assez commun ou c'est plutôt quelque chose de nouveau par rapport à d'autres processus de normalisation? Est-ce que tu sais s'il y a d'autres processus de normalisation qui aussi font le choix de partir sur une plateforme ouverte comme GitHub? Dans le monde des transports publics tel que je connais, je pense que c'est un choix qui est assez commun et à FOSDEM, j'étais ravie de voir que tout le monde partageait joyeusement plein de d'espaces de travail GitHub et on pouvait tous contribuer sur les projets des uns des autres. Mais je pense qu'encore une fois, c'est très spécifique au monde des transports et du fait que les échanges de données se font quand même sur des logiciels qui gèrent des données qui peuvent être extrêmement complexes et sur lesquelles on ne peut pas faire d'erreur parce que ça a des impacts énormes. Après, voilà, demain, est-ce que ce serait la même chose dans l'aviation, dans les normes automobiles ou autres? Je n'en ai strictement aucune idée et c'est vraiment pas mon domaine d'expertise. Et le logiciel libre dans tout ça, est-ce qu'il a une place particulière? Est-ce qu'il y a déjà des planificateurs d'itinéraires ou est-ce qu'il y a déjà des gens de la communauté du logiciel libre qui sont intéressés ou qui suivent ces sujets? Alors énormément et je vois bien que l'usage des logiciels libres est vraiment en pleine croissance. Enfin, si je me rappelle bien, cette année au FOSDEM, on a eu au moins 3 équivalents de planificateurs de trajets qui ont présenté leur solution, donc qui est, complètement libre et avec des appels à contribution. Donc ça fait toujours plaisir de voir que des gens ont commencé à monter des solutions sur la base des efforts qui ont été faits côté réglementation, d'ouvrir ces données et de les mettre à disposition parce que les gens avaient enfin des choses qu'ils pouvaient mouliner. Alors pareil que sur les standards ouverts, je pense que le seul écueil, ça va être le manque de visibilité. Mais j'ai retenu au moins alors ça va être facile, on a co-présenté à FOSDEM, mais tous les outils qui ont été développés par Ntour, donc le point d'accès national norvégien et notamment OpenTrip Planner, donc OTP pour le calculateur d'itinéraire, parce qu'ils ont toujours fait ce choix-là, de vraiment toujours tout ouvrir. C'est quelque chose qui est très, très fort dans les pays nordiques. Il y a aussi pareil, en coprésenteur, de ma session, il y avait donc des outils d'enrichissement de la donnée multimodale et de validation des jeux de données qui ont été présentés et vraiment je me dis ça c'est là où ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de logiciels aujourd'hui qui existent, qui sont sur le marché et dont les gens peuvent s'en emparer, les gens peuvent y contribuer pour faire avancer cette question d'enrichir l'information voyageur et de l'ouvrir au plus grand nombre. Alors, tous n'ont pas nécessairement le même niveau d'utilisation ou d'aboutissement, mais quelque part, j'ai envie de dire, on va sortir des sujets sur lesquels on va échanger toi et moi et peut-être qu'il faudrait faire un prochain épisode pour les développeurs et leur demander leur avis. En rentrant un petit peu plus dans la partie réglementation, j'aurais bien aimé comprendre quel est l'impact pour les projets membres d'une telle mise à jour de réglementation européenne. Là, typiquement, par exemple, sur ces derniers travaux, qu'est-ce que ça impacte pour les États membres? Alors, pour les États membres, ça a beaucoup signifié qu'il fallait qu'ils s'harmonisent, qu'ils s'accordent. C'est quelque chose qu'ils avaient un peu commencé, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la mise en place de points d'accès nationaux, qui doivent être vus comme des hubs sur lesquels la donnée ouverte de transport est disponible. Il faut savoir que ces points d'accès nationaux ont plusieurs pendants. Il y a la partie information multimodale, donc moi qui m'intéresse, mais il y a aussi des points d'accès sur les données routières et d'autres sur les données de sécurité, et cetera, et cetera. Ces points d'accès nationaux donc ont été recommandés sur la base de la directive ITS. Ils ont une énorme variété, on va dire, de choix d'implémentation. Il y en a, c'est des simples catalogues de données, donc vraiment très simples, sur lesquels on peut regarder ce qu'il y a d'ouvert ou pas dans ce pays et de disponible. Et d'autres vont beaucoup plus loin parce qu'ils proposent des services de visualisation de la donnée, de validation des jeux de données, et cetera. Et l'ensemble des États membres se sont rendus compte que finalement, même s'ils avaient tous commencé en ordre dispersé, il y avait un vrai besoin d'harmonisation de l'ensemble de leurs projets. Et c'est vraiment, je pense, ce que la révision du règlement délégué MMTIS a poussé, c'est, de se dire: «OK, on a tous fait des choix relativement différents, mais en même temps, si on veut s'assurer que l'ensemble de nos administrés puissent utiliser les données qui sont partagées, en Italie, en France, en Belgique et ailleurs, il faut qu'on se mette d'accord sur comment est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on met en valeur les mêmes jeux de données, comment est-ce qu'on utilise les mêmes standards». Donc ça a vraiment donné lieu à un soutien fort de la Commission européenne qui s'est dit: «Tiens, c'est bien que pour une fois,
en tout cas dans notre secteur, j'ai les 27 États membres plus États affiliés qui sont intéressés et donc est né le projet d'harmonisation NAPCOR pour vraiment venir harmoniser ces points d'accès nationaux. Donc, je vous conseille tout simplement d'aller regarder ce qu'ils font sur le site. C'est très intéressant et il y a plein d'outils aussi de visualisation de là où en est chaque État membre par rapport à son implémentation du règlement délégué. Ces points d'accès nationaux, si c'est à la discrétion de chaque État de faire l'implémentation qu'il en veut, est-ce qu'il y en a certains qui utilisent des logiciels libres dedans pour refaire tourner ça, en plus d'avoir des standards et de l'open data derrière? Oui, tout à fait. Alors, je mentionnais les Norvégiens, alors qui sont pas membres de l'Union européenne, mais qui sont très impliqués dans l'ensemble de nos travaux, dans tous les cas, puisqu'ils suivent toutes nos normes. Eux, ça a été un parti pris dès le début. Tout est ouvert. Toutes les briques sont ouvertes, tout est sur GitHub et n'importe quel autre point d'accès national peut venir récupérer les briques qu'ils ont produites, voire les améliorer, voire y contribuer. La France a également fait le même choix de vraiment construire tout en open source et c'est l'une des forces aujourd'hui qui, voilà, motrice, on va dire, de l'ensemble du projet et des États membres. Ça a été vraiment d'avoir des briques proposées par chacun des États pour que les uns et les autres puissent s'en inspirer. Par contre, il y a des différences aujourd'hui entre les manières dont certains États ont ouvert leurs données ou leurs briques et tout simplement parce qu'il y a pas d'obligation au niveau européen sur le sujet. C'est-à-dire que la Commission européenne va toujours dire: «Oui, il faut privilégier autant que l'on peut les solutions ouvertes», mais chaque État a bien à garder sa prérogative de faire ses propres, choix, que ce soit de technologie ou d'ouverture, du code. On a parlé un peu de ce projet NAPCOR et de l'harmonisation des données. Quels sont les grands enjeux qui se cachent derrière? Il y a 2 enjeux principaux sur l'harmonisation des données. C'est tout simplement déjà de pouvoir les échanger entre pays voisins, entre pays limitrophes, parce qu'on peut avoir un même standard, une même norme. Si on n'est pas complètement raccord sur comment est-ce qu'on a interprété cette norme, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on la traduit dans des fichiers informatiques, ça peut tout simplement coincer les échanges entre pays frontaliers et finalement, ça crée des coûts supplémentaires alors qu'on voulait en gommer, parce qu'il faut que chaque développeur, repasse un composant spécifique pour aller, ingérer la donnée des uns et des autres, pouvoir la repartager et cetera. Donc il y a vraiment cet enjeu-là de se dire: «Est-ce que» vous allez rire, «est-ce qu'on définit tous un bus de la même manière?» C'est pas certain. Mais voilà, mais c'est vraiment histoire de dire que, on se met d'accord sur l'interprétation de l'ensemble des champs pour que la machine n'ait pas à se poser de questions parce qu'in fine, c'est ça, c'est des échanges informatiques, c'est pas une personne qui va lire le fichier. Tout le monde en a besoin, que ce soit nous, en tant qu'usagers, finaux, mais on en parlait tout à l'heure, c'est l'ensemble de l'écosystème des acteurs. Ils veulent pas passer leur temps à réinvestir constamment dans des outils informatiques pour s'adapter aux interprétations des uns et des autres. Et puis il y a aussi toujours cet enjeu qui est de dire, si on veut normaliser l'information voyageur, il faut aussi qu'on puisse produire quelque chose qui puisse être comprise par l'ensemble des usagers et notamment, je pense, puisque je l'ai mentionné, au taux d'occupation des véhicules. Est-ce qu'on a tous la même définition de ce qu'est une rame occupée? Voilà, c'est vraiment, des préoccupations comme ça qu'on essaye d'harmoniser. On peut très bien imaginer que ce soit pas le cas, de la même manière qu'on peut très bien imaginer que tous les pays ont pas les mêmes politiques sur je propose un itinéraire, combien de changements dans cet itinéraire, j'imagine que c'est acceptable d'un pays à un autre. En fonction des applications, ils vont pas vous présenter le même chemin parce que dans certains pays, ils vont estimer que 4 changements c'est bien, dans d'autres moins, etc. Enfin, il y a certainement tout plein de changements autour de ça. Et je suppose que il y a aussi certainement des complexités autour des nouveaux usages. Je pense tout ce qui est les trottinettes. Oui, tout à fait. Alors, on les appelle nouveaux modes, mais bon, ils sont pas si nouveaux que ça. Ils ont quand même, pour certains, plus de 10 ans. Mais effectivement, ça a mené, je dirais presque un bol d'air frais dans notre discussion de normalisation des données, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait eu un biais sur l'information voyageur qui avait été très pensé, on va dire, transport public conventionnel. Donc très pensé, j'ai mon itinéraire, j'ai mes arrêts, j'ai mes horaires. Voilà, on a tous un peu ce même schéma en tête qui fait que l'arrivée de nouveaux types d'opérations, donc que ce soit la mise à disposition en libre service, des services à la demande, ça a permis aussi d'aller pousser beaucoup plus loin l'information voyageur
de travailler dessus pour l'améliorer. C'est pour ça que je parlais aussi tout à l'heure du temps réel qui a été inclus dans la révision du, règlement délégué MMTIS parce que tous ces modes-là fonctionnent principalement basés sur le temps réel, beaucoup plus que sur du planifié. Même si effectivement le cadre de fonctionnement est complètement planifié. Donc tout ça, crée des on va dire des discussions passionnantes, au niveau de l'harmonisation de la donnée. On y est encore. Je ne vais pas dire que c'est complètement fini, ce serait mentir puisque la normalisation, c'est un travail de très longue haleine sur lequel, on discute encore tous les jours. De quelle manière vous en discutez? Je pense qu'on en parlera un peu plus longtemps après, mais c'est, des groupes de travail, c'est ça? Tout à fait, donc c'est des groupes de travail. Donc je le mentionnais, on a un groupe de travail au sein du CEN, sur lesquels on est des experts, mandatés par l'ensemble des États membres du CEN, donc c'est un peu plus large que je disais que l'Union européenne et on se retrouve alors beaucoup aujourd'hui en visio. Merci la pandémie, d'avoir complètement démocratisé ces outils-là pour en discuter, de savoir, est-ce qu'on arrive à s'entendre, sur des définitions, sur des modélisations et cetera et on a les mêmes groupes de travail, les mêmes discussions qui se font dans chaque État membre, donc au niveau national. Il est attendu de chaque expert européen que quand il y a une question de modélisation beaucoup plus large ou un nouveau concept qui arrive, donc par exemple, tu parlais tout à l'heure des trottinettes et des vélos, qu'on se mette d'accord avec les experts de nos pays membres, au niveau national, avant de le remonter, niveau européen pour qu'on puisse travailler en bonne entente. La mise en place des points d'accès nationaux, ils ont été tous mis à peu près, plus ou moins en même temps dans les pays européens ou par exemple en France, ça date de quand? Alors en France, ça date, de mémoire de 2017. En tout cas, les prémices du projet ont commencé à ce moment-là et non, tout le monde n'a pas commencé en même temps, tout le monde n'est pas parti des mêmes briques ni de la même méthode. Par contre, il y a des choses qui sont extrêmement partagées par l'ensemble des points d'accès nationaux et notamment toute la partie, mobilisation de l'écosystème autour des partages de données multimodales. Donc le plus important qui a été souligné par tous les points d'accès nationaux et c'est vrai que la France a été pionnière dessus, c'est d'avoir des équipes qui sont vraiment dédiées à l'accompagnement de l'ensemble des acteurs de l'écosystème dans l'ouverture de leurs données, dans l'usage des standards quand ils produisent la donnée, mais aussi dans la réutilisation des données qui sont issues de ces standards et de savoir mettre en relation les acteurs les plus pertinents. Donc on parlait tout à l'heure de producteurs et réutilisateurs de la donnée pour s'assurer qu'il y ait toujours du liant dans l'écosystème et que les gens se parlent les uns entre les autres. Donc in fine, un point d'accès national, on aura presque l'impression qu'il fait beaucoup plus, on va dire, du community management qu'autre chose. Mais par contre, en France, il y a quand même une approche qui est extrêmement forte. Ça doit être notre passif, très technique et ingénieur. On a une équipe au point d'accès national qui est vraiment multifacette et qui est aussi dotée de développeurs qui, eux, proposent des outils de visualisation de la donnée, voire de validation de la donnée et ils sont assez investis également sur l'évolution permanente des normes européennes. Une question que je me posais, parce que hier soir, je regardais une conférence des gens de l'autorité de régulation des transports et donc eux, ils sont aussi chargés de vérifier que les acteurs mettent bien en place l'ouverture de ces données, Tout à fait, tout à fait. Donc c'est eux qui ont le rôle de régulation et de contrôle que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure en parlant de calendrier préconisé par le règlement européen et son respect. Donc c'est vraiment le rôle qu'ils ont, c'est de vérifier ça et le gros avantage qu'on a en France, c'est que l'ART est également motrice dans l'usage des normes européennes et de leur évolution. Donc ils viennent vraiment aussi nous remonter dans les groupes de travail de normalisation, là où ça peut coincer, les questions que les gens peuvent se poser et cetera et également, donc on parlait tout à l'heure de calendrier. Ils peuvent aussi accorder leur calendrier de contrôle à la vitesse à laquelle nous on travaille côté normalisation. Qu'on n'aille pas venir reprocher à quelqu'un de ne pas avoir fait la toute dernière mouture de la norme si elle vient juste d'être publiée, par exemple. OK. Donc le point d'accès national, lui, c'est un facilitateur et l'ART, lui, c'est l'ART contrôle et fait appliquer, quoi. OK, Exactement. OK. Une des autres questions que je me suis posée, c'était, le point d'accès, quel était leur modèle économique, en fait? Est-ce que le point d'accès, c'est forcément toujours porté par un État? Est-ce que ça peut être, je sais pas, une délégation de service public? Est-ce que ça prend des formes différentes en fonction des États membres? Oui, oui, oui. Vive, la liberté d'exercice en Europe, ça peut prendre
toutes les formes que l'on veut, sachant que historiquement, c'est quand même un financement qui vient de l'État ou en tout cas à travers des autorités nationales. Donc ça peut être des délégations de services publics, ça peut être des agences, ça peut être un financement d'un opérateur privé. Il y a vraiment tout qui existe en Europe. Le plus important, en tout cas, c'est que ce soit vraiment accolé à un service public. C'est vraiment ça qui est important parce que l'open data aujourd'hui, c'est à l'État de venir le soutenir, le promouvoir et c'est vraiment le choix qui a été fait par la France où le point d'accès national est ce qu'on appelle une start-up d'État. Donc c'est vraiment très typique à ce qui est en France, mais ce qui leur a permis de s'approprier très vite des briques libres, des outils, de venir aussi proposer, je le disais tout à l'heure, grâce à des développements spécifiques, des outils mis à disposition de l'ensemble de l'écosystème et d'avoir sa démarche extrêmement agile sur l'accompagnement à l'ouverture des données. Voilà. Donc aujourd'hui, on a de la chance en France d'avoir ce soutien de l'État. J'espère qu'il le restera parce que c'est bien le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que tous nos budgets publics dans l'ensemble de l'Union européenne et partout dans le monde commencent à être restreints. Donc voilà, c'est, on va dire le vœu que j'ai, c'est que, l'ensemble des pouvoirs publics continuent de soutenir le logiciel libre et l'open data. 2 mini-questions. La première, c'est, est-ce que le Royaume-Uni, qui fait plus partie de l'Europe, a un point d'accès national? Oui, tout à fait. Alors l'acronyme c'est BODS pour Bus Open Data Services. Donc on peut y trouver, l'ensemble des données du Royaume-Uni. D'ailleurs, le Royaume-Uni reste très fortement impliqué dans les instances de normalisation puisque le SEN, je le disais tout à l'heure, est plus large que, l'Union européenne, stricto sensus. On va trouver la quoi? La Suisse, Il l'Islande, va y avoir des la Suisse, il va y avoir la Norvège, la Turquie aussi, donc d'accord. Tout à l'heure, tu en as touché 2 mots. Tu as dit qu'effectivement la Norvège et les pays nordiques, de manière générale, ils étaient assez avancés sur l'ouverture des données. Je me posais la question de savoir s'il y avait justement des pays qui étaient plus moteurs et qui avaient déjà, de l'avance peut-être, par leur historique que d'autres, sur, ces sujets autour des partages de données, de la mise à disposition, et cetera. alors oui, déjà la France, étonnamment, je sais qu'on aime bien en France, dire qu'on n'est pas si bon, mais en fait sur l'open data, on est plutôt très bon en Europe et notamment sur, les données multimodales. Voilà, on les a déjà cités, la Norvège, les pays nordiques, les Pays-Bas et cetera, pour ne citer que. Mais je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est pas quelque chose que j'aime faire dans la mesure où je reconnais qu'on n'est pas tous partis en même temps, on n'est pas tous partis avec les mêmes infrastructures, donc comparer un pays à un autre, c'est pas le plus intéressant. Par contre, ce qui est très intéressant qui s'est passé en France et c'est sur ça où je voudrais insister, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin que ce qui a été préconisé dans le règlement délégué MMTIS, puisque dans la LOM, on a demandé, plus de choses, donc la loi d'orientation des mobilités Oui, en France, il y a attends, on va dire que c'est la loi d'orientation des mobilités qui, en fait, fait la transposition en droit français de la réglementation européenne. Enfin, ou en partie, non? en partie. En partie, OK. Elle s'est appuyée sur la réglementation européenne pour D'accord, oui, venir pardon. rajouter des obligations à l'écosystème français et là où la France a été beaucoup plus loin, par exemple, a été pionnière en Europe, c'est tout ce qui est pa la partie accessibilité et notamment l'information voyageur à destination des personnes soit en situation de handicap, soit tout simplement qui voyagent avec des contraintes. Et c'est là où ça a été très intéressant, c'est que ce que l'on a fait en France a été utilisé à l'échelle européenne pour aussi faire évoluer, un certain nombre de choses dans la norme d'information voyageur. Est-ce que ça, c'est lié aux JO? Alors, oui et non. C'était quand même un gros sujet, les transports et l'accessibilité. Donc, vu les timings, et tout, je me suis peu la question se pose. Effectivement, il y avait bien les JO en ligne de mire, mais il faut savoir que d'un point de vue accessibilité, également la France a une loi qui date de 2005, dont on a fêté les 20 ans cette année, qui est vraiment sur l'inclusion dans la société autant que l'on peut, du mieux que l'on peut, et il faut toujours faire mieux, de l'ensemble des personnes en situation de handicap et c'est vraiment ça qui a été moteur. Je pense qu'en France, on a ce regard qui est de dire, il faut que tous puissent avoir les mêmes chances. Je me demandais si ce travail fait au niveau européen, il pouvait s'aimer dans d'autres continents, à l'image un peu de ce qui se passe sur le système de signalisation qui s'appelle le RTMS, qui finalement est un système européen de gestion de la signalisation, de la régulation, et qui finalement a essaimé partout dans le monde et qui a été adopté dans d'autres parties du monde. Est-ce que tout ce travail qui est fait au niveau européen, là, tu as parlé de la Turquie tout à l'heure, qui était associée aussi. Est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le monde où il s'inspire de ça? Oui, alors je pense que ce qui a été le plus inspirant pour, l'ensemble des autres continents, ça a été vraiment l'approche d'un point d'accès national aux données de transport et en tout cas des données en open data.
On a vu ces hubs, on va dire, de données apparaître en Amérique du Nord, en Australie, au Japon, pour citer que ceux que je connais, avec notamment en Australie et en Amérique du Nord, un regard qui a été aussi porté sur les normes européennes qu'on utilise, que ce soit pour la donnée en temps réel ou la donnée planifiée. Donc c'est assez intéressant de voir que tout le monde s'en est inspiré et est venu construire sur ce qu'on a fait. OK. La deuxième partie dont je voulais vraiment qu'on parle, c'est vraiment la partie humaine. Là, je connais pas du tout et ça m'intéresse vraiment que tu en parles, c'est tout le travail humain. Je me demandais quel défi c'était et comment ça se passait pour travailler quand tu es au niveau européen dans cet environnement multiculturel et que tu travailles sur des sujets comme ça, normalisation. Explique-nous un peu comment ça se passe en fait. Moi, je suis très curieux de comprendre. Le plus gros défi, je pense qu'il va être multiculturel et c'est pas forcément uniquement que lié à des différences de nationalité, mais on a tous nos habitudes de travail. Donc on a tous des personnalités, des manières de voir le monde qui peuvent être très différentes. C'est pas le plus insurmontable, mais parfois ça peut venir, créer des grains de sable dans les conversations et il faut prendre le temps de bien comprendre d'où vient la personne, quel est son point de vue, mais aussi, très important dans la normalisation des transports publics, quelles sont les offres de transport dont elle dispose à côté de chez elle. Et typiquement, par exemple, moi qui vis à Paris, je prends quasiment tout le temps le métro et le RER. Donc pour moi, ce sont des modes de transport que je connais bien et je vois bien les sujets qui sont liés d'un point de vue normalisation. Certains de mes collègues qui vivent, par exemple, aux Pays-Bas n'utilisent que des bus et en Norvège, ils utilisent aussi des ferries et tout ça vient apporter des éléments, des perspectives très différentes sur nos manières de modéliser les transports publics, ce qui m'amène au plus gros défi que l'on a, qui est le consensus. Parce que toute norme et standard doit être construite sur un consensus, mettre plus de 20 experts dans la même salle, virtuelle ou non, pour qu'ils modélisent de la même manière l'offre de transport alors qu'ils ont tous chez eux des habitudes différentes, c'est extrêmement long. Ce qui est aussi très long, c'est de construire un consensus pour s'assurer qu'on ne vient pas briser des implémentations existantes de systèmes d'information, de normes nationales, et cetera. Mais in fine, j'ai envie de dire, c'est un peu comme si tu essayais d'organiser un barbecue avec 27 de tes amis proches. Pour trouver une date, je ne pense pas que ça se fait en 24 heures. Je sais pas si le consensus, les Français, on est très forts pour les consensus comparé à d'autres pays, dont c'est plutôt la manière de penser. Ça doit pas être, forcément tout le temps évident pour nous. C'est bien vrai que ça peut être c'est bien, on va dire que ça met un peu de sel, dans les discussions. Finalement, il y a pas que la technique là-dedans et il y a, tenir compte de son de ce qu'on a chez nous et essayer de comprendre comment on va faire en sorte pour que tout ça marche et donc c'est effectivement, j'imagine bien que c'est, très, très long. Oui, c'est très long, mais en même temps, c'est très enrichissant. Ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin dans la modélisation, c'est-à-dire de proposer aujourd'hui, on a la chance, donc on a des normes européennes qui sont extrêmement fines et détaillées parce qu'il a bien fallu mettre tout le monde raccord sur, l'offre de transport, qu'il, elle, voyait au quotidien et c'est toujours des choses qui sont extrêmement enrichissantes, en tout cas que je trouve passionnant. C'est vraiment ce qui fait que j'ai envie de continuer à m'impliquer dans les efforts de normalisation. Finalement, quand tu es expert, est-ce que tu restes expert sur une durée assez longue? Ce qui fait qu'en fait, finalement, ben, les gens, ils se connaissent et tu pas besoin de passer ton temps à réapprendre comment les autres fonctionnent et je me demande aussi d'ailleurs, est-ce que, on parle d'une grande communauté en Europe? Est-ce que c'est un petit groupe de personnes qui travaillent sur ces sujets-là? Est-ce que c'est un grand groupe? Enfin, je Le groupe au niveau du CEN n'est pas très grand. Je pense qu'on est, allez, peut-être maximum 60 et en tout cas dans les réunions, il va y avoir au mieux entre 15 et 20 personnes qui arrivent à se connecter parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de choses en visio, donc on a des agendas qui sont extrêmement chargés. C'est pas évident de toujours trouver une date à laquelle tout le monde est disponible. Donc il y a toujours eu des acteurs, on va dire historiques et en tout cas, c'est auprès d'eux que j'ai appris quand j'ai commencé, qui font ça depuis, plus de 20 ans et qui ont une connaissance extrêmement fine à la fois des normes et des offres de transport qu'il existe en Europe. Mais il y a toujours une partie de renouvellement. Enfin, par exemple, typiquement, je suis arrivée il y a moins de 5 ans dans le domaine. J'ai aussi des nouveaux collègues qui arrivent, dans le sujet depuis moins de 6 mois et c'est toujours cet afflux de nouvelles personnes, de nouvelles générations qui fait la richesse également des discussions. Donc il y a un peu les 2. Il y a, in fine, on finit par se connaître et comprendre
comment réagissent les uns et les autres. Et il y a évidemment aussi toute la partie apprentissage de devoir construire un consensus avec des gens qu'on ne connaît pas. Je suis très curieux un jour de voir ça. Je trouve ça très, très intéressant de comprendre les problématiques que les gens ils ont et comment ils en arrivent de ça à faire un consensus autour d'une proposition commune. Ça, c'est vraiment un truc. Il y a aussi beaucoup de travail asynchrone sur ça et j'invite toutes les personnes intéressées, dont toi, à se connecter sur, nos espaces de travail GitHub parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait grâce à ça. C'est-à-dire que des gens ouvrent des tickets en disant: «Bah, voilà, aujourd'hui ça c'est mon problème, voilà ce que j'ai compris, voilà où je suis coincé ou voilà mes propositions d'amélioration de la norme, est-ce que c'est faisable ou pas?» Et comme dans tout travail de collaboratif, comme tout projet open source, finalement, ça se fait toujours comme ça. C'est quelqu'un qui vient amener une nouvelle, solution, une nouvelle suggestion et on commence à discuter, voilà, on va dire de manière très asynchrone et ça peut prendre un peu de temps jusqu'à ce qu'on se mette d'accord par consensus. Alors le seul problème, on va dire, de l'asynchrone et de l'écrit, c'est qu'on n'a pas toujours le contexte. C'est pour ça qu'on a quand même instauré d'avoir, en tout cas nous, côté normes de données de transport, des réunions qu'on essaye de faire à peu près tous les mois parce que ça va beaucoup plus vite in fine de discuter à bâton rompu pendant 20-25 minutes plutôt que des échanges, sur GitHub ou par écrit ou par email, qui finissent par perdre. Continuer sur ce sujet-là. Effectivement, ton expertise de travail multiculturel, finalement, c'est aussi d'amener du lien dans tout ça, quoi. Oui, tout à fait. Clairement, d'avoir passé tant de temps à travailler à l'étranger avec énormément de cultures différentes, ça m'a appris plusieurs choses, notamment de construire des ponts entre les cultures, d'essayer d'aller trouver vraiment le point commun entre les différentes parties prenantes. Et ça m'a aussi appris beaucoup de patience, donc surtout de pas réagir à chaud. On disait les Français, on n'est pas toujours très bons pour construire le consensus. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai appris en voyageant et en travaillant à l'étranger. Et aussi, également, d'essayer de déchiffrer les non-dits. Parce que comme toutes les réunions se font en anglais, c'est loin d'être notre langue maternelle pour toutes et tous dans la salle. C'est d'essayer d'aller plus loin que des phrases qui seraient construites de manière, on va dire, un peu brute de décoffrage ou d'avoir des mots qui sont mal utilisés. Vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin, d'essayer de déchiffrer ce que la personne voulait dire pour construire avec elle une solution. Dans tout ce travail, quelle était la place des institutions, déjà? Et ensuite, je me demandais si, dans tout ce travail, autour du cadre, normatif et tout, c'était plutôt un certain groupe de personnes qui étaient moteurs et qui emmènent tout le monde? Si, si, alors ton intuition est plus que bonne, c'est toujours une question d'individu. La place des institutions, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de donner un cadre, elle permet aussi de donner, dans certains pays, dont la France, des financements pour les experts, pour nous permettre de continuer à travailler. Ça peut être aussi des mises à disposition de locaux, par exemple. Tout ça, c'est extrêmement utile, encore plus quand on a le soutien de l'État ou de l'autorité de régulation, parce qu'on sent bien en tant qu'expert que notre travail apporte une vraie valeur et nous permet de construire, l'information voyageur qu'on partage. Ensuite, on va pas se mentir, comme toute norme, comme tout projet ouvert, s'il n'y avait pas un noyau dur de passionnés, on n'y arriverait pas. Ça ferait pas avancer les choses. On a cette fierté quand portée par la France que 2 des 3 plus grandes normes citées dans le règlement MMTIS ont été conçues en France par des experts français. C'est une vraie reconnaissance de notre capacité technique à modéliser des sujets complexes, mais avant tout, c'est aussi notre, capacité quelque part à avoir mené des groupes de travail en construisant du consensus, donc on n'est pas si mauvais que ça pour le faire, mais aussi d'avoir réussi à, s'intéresser à ce qui se fait chez les uns, chez les autres pour faire, de la modélisation à l'échelle européenne, voire mondiale. Et puis le plus important toujours, encore une fois, c'est vraiment cette, comme tu le disais, c'est d'avoir, des bonnes relations entre les gens qui sont moteurs pour pouvoir s'appuyer les uns sur les autres pour faire avancer les dossiers. D'ailleurs, là, j'ai parlé d'institutions, mais je m'aperçois que, par exemple, dans le cas français, de quelle institution on parle? Alors tout simplement, alors aujourd'hui, DGTM, donc la Direction générale, des infrastructures, des transports et des mobilités, qui a eu plusieurs noms par le passé, mais voilà, en France, on a cette chance-là d'être vraiment soutenu, du côté ministère. Il y a un troisième sujet dont j'aimerais qu'on parle, qui a un rapport puisque ça reste du transport, mais pas de réglementation européenne. C'est ton implication dans l'association Femmes en Mouvement. Alors, j'aimerais bien que tu présentes ce que vous faites, ce que c'est que l'association Femmes en Mouvement et qu'est-ce que tu fais dans cette association.
Oui, alors effectivement, Femmes en mouvement, énorme lien avec la mobilité, comme son nom l'indique. Donc c'est une association de loi 1901 qui va fêter ses 10 ans cette année et qui est née vraiment d'un constat de l'équipe fondatrice, dont je ne faisais pas partie, qui s'est rendu compte que de conférence en conférence sur les transports, sur les sujets de mobilité et encore plus sur les sujets techniques, il y avait très peu de femmes. Alors, mais vraiment très, très peu. Et donc l'association s'est montée vraiment en réaction face à ce constat en disant: «On a vraiment besoin en France, mais par ailleurs aussi, mais là le scope, le périmètre est vraiment la France, de 2 choses, de faire vraiment la promotion des femmes qui travaillent dans le secteur des mobilités et de leur expertise, mais également de venir pousser à la prise en compte des questions de genre dans la mobilité et la construction des offres». Parce que, beh, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que plus on a de femmes qui travaillent dans le secteur et plus les solutions développées dans notre secteur seront complètement inclusives des besoins des femmes, des familles et de la plus grosse diversité possible de l'ensemble des usagers. Aujourd'hui, c'est une association qui a 2 types d'adhérentes, donc des adhérentes à titre individuel, comme je le suis, mais aussi, des entreprises et des organisations qui nous soutiennent. Donc pour ça, j'invite tout le monde à aller voir le site de Femmes en mouvement pour découvrir qui sont nos adhérentes. D'un point de vue purement personnel, donc en tant qu'adhérente, j'ai eu l'immense honneur d'être, élue au conseil d'administration en septembre dernier et aussi de faire partie du bureau de l'association dans lequel j'occupe le poste de secrétaire adjointe en charge des événements. Je confirme que pour regarder beaucoup, beaucoup, beaucoup de conférences, et de trucs autour du transport, la place des femmes est vraiment très, très faible et c'est bien triste. Bah, tiens, je me posais la question, est-ce que tu peux nous citer quelques, problématiques spécifiques dans les transports pour les femmes ou les familles sur lesquelles, vous travaillez? D'ailleurs, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on peut estimer que vous êtes un lobby? Sur quoi vous travaillez comme sujet? Alors je suis pas tout à fait sûre d'aimer le terme lobby pour quelque chose qui, je pense non, 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 mais oui, Groupe, oui. autant comment dire, pas groupe de représentation, enfin bref, bon, Ah lobby est oui. pas le bon mot, voilà. Non, non, tout à fait, parce qu'en fait, mais je m'explique. Parce qu'en fait, on a vraiment 2 types d'actions qui sont complètement complémentaires et spécifiques et là où on est différente d'un lobby, même si on peut utiliser, les mêmes ficelles, c'est qu'on ne vient pas faire la promotion d'acteurs issus du secteur privé. Nous, vraiment, ce qu'on veut mettre en avant, c'est une meilleure prise en compte des problématiques spécifiques à la question de genre dans le domaine des transports. Donc, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, mais on a parlé tout à l'heure de la sous-représentation des femmes dans les conférences. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on était 2 intervenantes, peut-être 3, dans la dev room au FOSDEM et c'est vraiment quelque chose qu'on trouve très dommage parce qu'il y a énormément d'expertes dans notre domaine. Elles sont pas, nécessairement mises en valeur et ce qu'on fait du côté de Femmes en mouvement, on organise assez souvent des moments de convivialité, des apéros en fin de journée pour venir mettre en avant des femmes dans des postes auxquels elles seront pas forcément attendues, pour qu'elles nous partagent, leurs expériences, mais aussi leurs réflexions face aux postes qu'elles peuvent avoir à responsabilité ou à leur carrière qui peuvent être complètement différentes. Mais aussi on vient, j'ai envie de dire, titiller et c'est peut-être là où on est plus proche d'un lobby, l'ensemble des organisateurs de conférences en France et ceux qu'on connaît pour venir les pousser à vraiment atteindre la parité dans les tables rondes, dans les panels, dans les prises de parole et voilà, donc là, on vient aussi proposer, on va dire, un pool d'expertes qui sont, les membres de notre association pour intervenir sur des sujets divers et variés. Donc ça, c'est vraiment notre premier pilier et le deuxième pilier dont je parlais, qui était vraiment la prise en compte des spécificités des femmes dans leurs déplacements. Il y a par exemple toute la question de la sécurité ou de l'offre de transport qui a souvent été pensée quand même pour un homme valide allant de chez lui à un travail plutôt situé en centre-ville, sans prendre en compte toutes les différentes, parties, du déplacement d'une femme qui peut être complètement hachée, donc vraiment la chaîne complète de déplacement et pour ça, on travaille sur un projet, mais je n'en dirai pas beaucoup plus parce qu'il va falloir que je vous donne rendez-vous au sommet de l'UITP qui aura lieu à Hambourg en juin pour découvrir notre nouveau, projet. Tu peux préciser ce que c'est que l'UITP? L'UITP, l'Union internationale de transport public. Très intéressant. J'avais l'impression que, il y avait plus de femmes quand sur des choses qui touchent à la recherche, sur les transports que, par exemple, si tu prends une conférence avec des industriels, alors là, c'est le désert.
J'avais l'impression qu'il y avait plus de j'ai l'impression d'avoir vu plus de conférences avec des chercheuses qu'avec des gens qui travaillent dans la partie industrielle. Oui, 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 tout à fait. Alors après, je pense qu'il y a, ce qui doit jouer, c'est que mine de rien, dans les domaines industriels et notamment l'ingénierie, encore plus dans le monde de l'information voyageur, de la normalisation ou, des solutions informatiques dans lesquelles je baigne, c'est pas le plus évident. Parce qu'il y a voilà, il y a un manque de talent. Enfin, ça a pris du temps et ça prend encore du temps de convaincre des jeunes filles, des jeunes femmes de venir rentrer dans des carrières plus techniques, plus industrielles, plus scientifiques. Donc on essaye vraiment aussi d'appuyer ça et tout simplement parce que, il y a ce regard qui est encore aujourd'hui très masculin sur, les nouvelles technologies, mais on essaye de changer ça dans le monde des transports. On a la chance dans le monde des transports publics d'être dans un domaine où il y a beaucoup de femmes et c'est pour ça qu'on essaye de les mettre en avant. Est-ce que vous faites des interventions dans des écoles, justement de promotion de toutes ces carrières, de toutes ces personnes féminines qui ont des, postes à responsabilité, par exemple? Alors, dans les écoles, non. Il y a d'autres associations et notamment Révèle ou Elle bouge qui se sont vraiment emparées de cette question et qui vont, aujourd'hui dans les écoles, dans les lycées, dans les prépas pour essayer de promouvoir les écoles d'ingénieurs et les carrières au féminin des ingénieurs. Il y a tout ce volet-là est déjà pris. Nous, on est vraiment un réseau plutôt professionnel, donc de femmes qui travaillent dans le milieu et on essaye toujours d'aller pousser, on va dire, nos jeunes talents à aller briguer des postes à responsabilité. On peut pas tout faire. Super intéressant, à suivre de voir votre projet secret, dans les mois à venir. On arrive au terme de notre entretien et en guise de conclusion, je voulais d'abord, avant de te laisser, la parole pour un mot de la fin, je voulais te poser 2 questions. La première chose, c'est, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est intéressée par les données et les standards ouverts pour s'intéresser à ces sujets autour de ce qu'on vient de discuter, la normalisation, et cetera? Et déjà, je lui dirais bienvenue et de ne pas être timide. Il faut poser les questions. C'est un peu long d'ingérer la matière existante, mais il faut pas être effrayé par ça. Il faut vraiment se dire que l'ensemble des autres experts sont là pour répondre à mes questions. Toute bonne volonté est plus que la bienvenue. Et le plus important, c'est qu'il ne faut pas avoir l'impression qu'il faut tout connaître, tout maîtriser avant de contribuer, parce que toute question, elle est bonne pour faire avancer, parce que voilà, je pense qu'on a, au bout d'un certain nombre d'années à travailler dans le domaine, on peut avoir un biais de l'expertise où on ne voit plus les questions les plus simples. Et qu'est-ce que tu dirais à des développeurs logiciels libres qui seraient intéressés par, les sujets autour des transports? Tout simplement, c'est le meilleur, ou alors peut-être l'un des meilleurs, pour avoir un impact immédiat sur ce qui nous touche. On a beaucoup parlé au début de l'épisode de vraiment cette prise de conscience que la mobilité est un de nos premiers droits fondamentaux. Donc, si on veut vraiment travailler aujourd'hui pour construire une société qui est meilleure, qui est plus inclusive et qui nous permet de nous déplacer librement, il faut beaucoup plus de développeurs de logiciels dans le monde des transports. Et donc il faut venir dans la room de FOSDEM, Exactement, et il nous faut une room beaucoup plus grande l'année prochaine. Bah, ouais, mais déjà ça fait quoi? 3 ans maintenant? Déjà la première année, la salle, elle était déjà complètement pleine. Preuve que le sujet passionne. Ouais, voilà, c'est ça, c'est super intéressant. Les conférences sont vraiment, très, très intéressantes, Je te laisse, le mot de la fin. Voilà. Est-ce que tu veux faire passer un message aux auditrices et aux auditeurs de Projet Libre avant qu'on se quitte? Toujours que la team Open Data MMTs au féminin reste là, elle reste forte et elle n'attend que tous les talents des auditrices, mais aussi des auditeurs. Après, plus sérieusement, j'espère que après avoir écouté cet épisode, il y aura de très très nombreuses demandes de développeurs pour en savoir plus sur les solutions libres qui existent autour de la donnée de transport multimodal, de son écosystème et aussi de la normalisation. Parce qu'en fait, je voudrais bien qu'on puisse mettre en avant la personne parfaite pour nous expliquer comment est-ce que le code peut venir simplifier la normalisation, parce que je comprends bien, c'est pas la tasse de thé de tout le monde. Eh ben, écoute Touto, merci beaucoup. J'ai trouvé ça, vraiment très intéressant. Pour les auditrices et les auditeurs, comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas ou des remarques ou des réactions, partagez autour de vous. Faites écouter ça à plein de gens. Et si vous êtes une femme et que vous avez envie de travailler sur ces sujets-là, vous pouvez très bien aller voir l'association Femmes en Mouvement, qui n'attend que vous aussi. Voilà. À bientôt, bonne soirée, et puis portez-vous bien. Et merci beaucoup Touto, à une prochaine. Merci.